la quête d'amour, d'affection, d'amitié, de sympathie, la recherche de l'estime des autres. On peut tolérer des quantités infinies d'éloges. Freud, à l'occasion de son 80e anniversaire, il est alors au fait de sa notoriété. Nous venons de parler du besoin d'être reconnu dans son existence. Mais il y a aussi les formes de la reconnaissance positive, chaude. Sympathie, amitié, affection, amour même. Nous savons que ces nourritures affectives sont indispensables à l'humain, pour se développer, puis pour se sentir heureux et digne d'exister. Pourquoi toutes les mettre dans le même sac? N'y a-t-il pas de différence entre la simple sympathie et l'attachement amoureux? Oui et non. Tous ces liens d'amour, au sens large, relèvent de notre besoin d'attachement et de sécurité, bien sûr hérités de notre passé personnel, mais aussi pour partie biologique. Les caractéristiques de l'espèce humaine font que nous venons au monde à l'état larvaire, et que, sans l'amour et l'attention d'autrui, mère, parents, membres de la communauté, nous ne survivrions pas. Notre mémoire émotionnelle ne peut que s'en souvenir et se montrer très exigeante sur les preuves d'amour. En revanche, ce sont les cultures qui modèlent les objets valorisés d'amour. Les liens à un conjoint ou à ses enfants n'ont pas toujours été célébrés comme les modèles de l'amour parfait. Quoi qu'il en soit, le besoin de sentir que l'on suscite sympathie, affection ou amour est bel et bien là. Tout comme la question fondamentale cachée derrière cet inépuisable besoin d'être aimé, comment exister dans le cœur des autres? Jusqu'où aller dans le besoin d'être aimé? Il peut exister des dépendances extrêmes aux signes de reconnaissance et d'attachement d'autrui. Ainsi, chez les personnes trop gentilles, qui peuvent étouffer l'autre par leur sollicitude, leurs cadeaux excessifs. Je suis trop préoccupé de faire plaisir et trop centré sur les autres. J'ai toujours l'impression de leur devoir quelque chose. Il m'est impossible d'arriver quelque part sans cadeau. Et en général, plus je doute de l'estime que l'on me porte, plus le cadeau est gros. Je me sens en permanence l'obligé des autres. Il ne me vient jamais spontanément à l'esprit que l'on pourrait me devoir de la reconnaissance ou se sentir redevable à mon égard. C'est toujours moi qui me sens en dette. Que dire de cet étonnement qui m'habite depuis l'enfance de découvrir qu'on m'aime, qu'on m'apprécie? C'est comme une allégresse, un soulagement, une libération sans doute. Comme si traînait toujours quelque part en moi l'idée que cela ne va pas de soi, qu'on m'aime moi, sans que je n'ai acheté au préalable cet amour par un cadeau ou un service rendu. C'est mon mari qui a attiré mon attention sur ça, qui m'a appris que je n'avais pas à acheter l'attention ou l'affection des autres par de la gentillesse ou des dons. Un cran au-dessus, et on tombe dans des profils de personnalités vulnérables sur le registre de ce que les psychiatres nomment l'abandonnisme ou l'hyperappétence affective. Dans le cas de l'abandonnisme, les personnes réagissent de manière très violente, intérieurement par la souffrance ou extérieurement par les reproches ou les larmes, à tout ce qui leur paraîtra une forme de recul ou de prise de distance. À la grande surprise, souvent, des membres non avertis de leur entourage, les amis en général, car la famille, elle, sait depuis longtemps, moins sensible à la distance et pour qui passer 6 mois sans prendre ni donner de nouvelles ne diminue en rien l'amitié ou l'affection que l'on porte à quelqu'un. Mais si l'ami en question est légèrement abandonnique, il ne verra pas les choses ainsi. Dans le cas de l'hyperappétence affective, les personnes vont très vite chercher à chauffer la relation, à la faire passer sur un mode affectif. Copiner trop vite avec une nouvelle connaissance, intimiser rapidement la relation avec un collègue de travail récemment arrivé, comme si elle pensait accéder par là à l'essentiel. Pas de relation qui vaille en dehors de l'affection. Ces deux familles de personnalités semblent présenter un besoin illimité de signes de reconnaissance et d'affection, comme si leur existence même en dépendait, sur le registre du « sans amour, on n'est rien du tout » des chansons populaires.
comme si elles avaient fait leur cette formule de Gide « Je ne veux pas être choisi, je veux être préféré », mais sans oser l'avouer clairement. On ne revendique pas l'exclusivité, pas assez d'estime de soi pour cela, on attend que les autres fassent d'eux-mêmes comme si il n'y avait que nous. Comment la quête d'affection s'active ou non en cas de rejet social? De nombreux travaux ont étudié ce qui se passait lorsque nous étions l'objet d'un échec, d'un rejet, bref, d'une menace sur notre place aux yeux des autres, tant lors d'études de laboratoire qu'en milieu naturel. Le plus souvent, ce sera une question d'estime de soi. Les personnes à estime de soi fragile et basse auront globalement tendance, après un échec, à se montrer plus agréables, plus aimables. Alors que les personnes à haute estime de soi auront souvent tendance à se montrer moins agréables avec les autres si elles ont été remises en question. Elles semblent moins dépendantes du besoin d'approbation sociale comme réparation et consolation. Mais il existe un risque important pour les personnes à basse estime de soi. Comme elles se sentent en échec, réel, redouté ou fantasmé, de manière chronique, elles seront souvent tentées, nous l'avons vu, d'acheter les autres par de la gentillesse. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que d'offrir de la gentillesse, mais c'en est une si c'est une stratégie de survie et de prévention au lieu d'un libre choix. Amour et estime de soi. Il y a tant de questions autour de l'amour et de l'estime de soi. L'amour est-il bon pour l'estime de soi? Est-il réparateur ou fragilisant? Et surtout, est-il bien raisonnable d'attendre tout cela de lui? Étonnamment, il existe un fréquent gâchis d'amour chez les sujets à basse estime de soi, qui ont une irrésistible tendance à globalement sous-estimer le regard positif porté sur eux par leurs partenaires sentimentaux. J'ai mis plusieurs années à baisser la garde dans mon couple. Ce n'est pas que je me sois méfié ou que je n'ai pas fait confiance, mais j'avais un réflexe inconscient de prudence, de ne pas vouloir me croire trop aimé pour ne pas devenir trop dépendant. Cela a provoqué de nombreuses crises, car mon épouse le sentait. Mais elle prenait ça pour un manque d'amour, alors que c'était plutôt un excès de peur, et même, en réalité, un manque de confiance en moi. Ce qui m'a guéri? Le temps qui a passé, mais aussi, justement, le fait de prendre davantage confiance. Réussir dans mon travail, être admiré par mes 2 jeunes fils. Du coup, peu à peu, je suis devenu plus sensible et plus réceptif, et plus ouvert à l'amour conjugal, à comprendre et accepter que c'était bien moi que ma femme aimait, et pas seulement l'image qu'elle avait de moi ou l'un de ses rêves d'adolescente. Les sujets à basse estime de soi ont aussi tendance à ne pas assez se servir de leur couple pour se remettre de leurs sentiments d'inadéquation et d'incompétence, à ne pas assez se confier ou demander des conseils, de l'attention au moment où ils en ont besoin. On observe aussi en amour le désir de fusion des personnalités dépendantes dont nous avons parlé. Il est, là aussi, lié à des problèmes d'estime de soi. La fusion nous rend plus forts, car plus sécurisés, mais aussi moins visibles, moins exposés. Avec, hélas, à la clé un risque d'aliénation dans le couple, avec la tentation de s'effacer derrière son conjoint, de ne plus exister socialement que par lui, de s'en sentir totalement soulagé et anesthésié de sa propre identité. Puis, se réveiller un jour en réalisant que l'on a négligé de se construire autrement que comme femme ou mari de, parent de, et voir son estime de soi baisser d'autant. C'est pourquoi peut-être il y a tant de plaintes et de mots d'amour, et pourquoi le domaine de la vie amoureuse est un de ceux que nous avons à aborder très souvent en psychothérapie. Entre les peurs du lien, peur de décevoir et peur d'être déçu, leur mauvais usage, on en demande trop ou pas assez, ou les deux selon les domaines, les idéaux excessifs, ni les souffrances ni le travail pour les surmonter ne manquent. Un médicament pour l'estime de soi. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Armelle, qui venait me voir par intermittence pour soigner ses complexes et son estime de soi. Elle abandonnait régulièrement la thérapie chaque fois qu'elle tombait amoureuse.
Dans ces moments, je n'ai plus du tout besoin de vous, ni de la thérapie. J'arrête de me poser des questions sur moi dès que je me sens aimé. » Hélas, ces amours n'avaient pas un effet thérapeutique bien durable, et peu à peu, les doutes revenaient. Bizarrement d'ailleurs, ils revenaient d'abord à propos de ses amants. Au bout d'un moment, je cesse de les idéaliser, je vois leurs défauts, que mon regard ignorait ou minimisait jusqu'alors. Et puis, très vite, mes yeux se rouvrent aussi sur mes propres travers. Je recommence à douter de moi, à complexer. Alors je les quitte, et je me retrouve tel que je ne m'aime pas, avec mes inquiétudes et mes insatisfactions perpétuelles. Une des vertus de l'amour sur les blessures de l'estime de soi, c'est qu'il nous entraîne, lorsqu'il est réciproque, évidemment, à nous décentrer. Nous ne pensons plus à nous, mais à l'autre. Nous ne pensons plus à notre personne, mais au couple amoureux que nous formons. L'oubli de soi par l'obsession de l'autre. Un jour, Armelle finit par trouver l'homme de sa vie. Ou plutôt, elle rencontra un homme qui devint peu à peu l'homme de sa vie, malgré ses défauts. Sans doute avait-elle suffisamment travaillé sur elle pour que ses doutes sur elle et ses exigences de perfection ne soient plus un obstacle encombrant à son bonheur. Ou peut-être, tout simplement, son compagnon s'était-il avéré être le bon médic amant.